Salut à tous. Avant de vous laisser écouter ce nouvel épisode de Vue du banc, petit message pour vous rappeler que si vous voulez une expérience complète et vivre l'Euro comme nous allons le vivre, avec à la fois de l'audio mais aussi de l'écrit et nos articles, il faut s'abonner à coparena.com. Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Vous y retrouverez nos analyses et d'autres articles en tout genre sur la compétition. C'est disponible sur l'Apple Store ou le Play Store ou sur coparena.com. Pour vous inscrire, c'est très simple, rendez-vous sur le site coparena.com/inscription. Et si vous voulez profiter d'un mois gratuit au moment de l'inscription, n'oubliez pas d'entrer le code promotionnel COPAVDB EURO, COPAVDBEURO. Et vous aurez droit à votre premier mois gratuit pour découvrir tous nos contenus, à la fois écrits et audio. On espère vous retrouver là-bas aussi. En attendant, bonne émission. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le premier épisode de la saison 8 de Vue du banc. Et oui, on change de saison, même si la saison précédente s'est terminée il y a seulement quelques jours. Avec la finale de Ligue des Champions, on bascule sur l'Euro avec les matchs de préparation. Le premier match de préparation, la victoire de l'équipe de France face au Pays de Galles, 3-0. C'était il y a quelques minutes maintenant, puisqu'on enregistre le 2, le mercredi 2, il est 23h28, et avec moi, comme lors des 7 saisons précédentes, Florent Tenuti, bonjour Florent. Salut Christophe. Et Raphaël Cosmidis, bonjour Raphaël. Salut messieurs. Je dis bonjour puisque la plupart des gens nous écouteront le jour et non le soir à date au moment de publication. Donc je disais victoire 3-0 de l'équipe de France, début de Kylian Mbappé à la 35e, de Griezmann à la 48e et de Dembélé à la 79e. Il y a également un penalty raté par Benzema à la 27e dans la foulée du carton rouge subi par Neco Williams, le Gallois, à la 26e, ce qui du coup, Raphaël, conditionne quand même pas mal l'analyse, puisque finalement, ce 3-0, il intervient sur une période où la France est en supériorité numérique, et le 11 contre 11, on l'a vu que pendant 25 minutes, donc finalement, quels enseignements tirer un petit peu de tout ça? Ouais, c'est ça qui est compliqué, qui est d'autant plus compliqué parce que, alors d'un côté, Florent va devoir faire son analyse du match, et je me demande comment il va l'angler, et de mon côté, je vais devoir écrire un truc sur le trio offensif pour l'équipe, donc l'échantillon sera assez faible, alors on pourra développer ce qui s'est passé sur attaque placée, mais contre une équipe qui en effet avait un joueur de moins et qui du coup avait beaucoup moins de possibilités de ressortir. Alors on pourra quand même juger les trois de devant, mais c'est vrai que pour parler des milieux de terrain et notamment des relayeurs, c'est un peu plus compliqué d'évaluer leur rapport parce qu'ils ont quasiment jamais été dans la densité, et encore plus bas par exemple un joueur comme Tolisso je crois n'a quasiment pas été mis sous pression à partir de la 26e. Donc là c'est compliqué de s'évaluer, de se tester, et je pense que les deux coachs sont assez insatisfaits du carton rouge pour plusieurs raisons. Et je pense que l'arbitre n'a pas bien compris l'enjeu de la rencontre pour le coup. La compo française, les Gallois, je suis désolé pour nos amis gallois, mais on va s'en passer, c'est un petit peu moins important. Lloris dans les buts, derrière, de droite à gauche, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, au milieu, alors si on le fait en losange, Tolisso, point de basse, Pogba, Rabiot un petit peu plus haut, Griezmann en 10, Mbappé, Benzema devant. Florent, composition annoncée. Déjà, avant même de parler du match en lui-même, la compo telle que tu la vois avant le match, est-ce qu'elle t'intéresse, est-ce qu'elle te plaît, sachant que je pense on interprète, mais je pense que vraiment le besoin de mettre les trois offensifs dans les meilleures conditions est le facteur principal qui, à mon avis, drive ce choix de partir sur un losange. Oui, parce que après, si tu reprends une autre déclaration de Didier Deschamps concernant Mbappé, où il dit qu'il préfère mettre les joueurs qu'il a à disposition à leur poste, et donc du coup Mbappé jouera plus côté droit, ou en tout cas c'est plus du tout une priorité. La question peut se poser par contre pour les milieux de terrain, parce que du coup Rabiot, qui joue pas vraiment relayeur à la Juve, il joue plus dans un milieu à deux. Rabiot se retrouve relayeur, Pogba se retrouve relayeur mais côté droit, lui qui était surtout très bon relayeur côté gauche. Tolisso se retrouve 6, rôle qu'il a quasiment jamais tenu, je pense, dans sa carrière. En même temps, il a pas tenu beaucoup de rôles au Bayern sur les derniers mois aussi, donc ça c'est autre chose. On peut imaginer que si Kanté rentre dans l'équipe, il rentrerait en 6, ce qui reste aussi surprenant vu ses performances avec Chelsea dernièrement. Donc
Ce milieu de terrain posait question au coup d'envoi, mais après, oui, on sent que c'est un milieu bricolé pour un petit peu faire en sorte de pouvoir aligner les trois de devant. On a pu deviner sur certaines séquences où les Français n'avaient pas la balle que Griezmann occupait ce côté droit et se replaçait à droite en phase défensive. Après, les Français n'ont pas vraiment subi de longues séquences de possession pour qu'on le voit sur la durée, mais on a vu ça à certains moments du match. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est qu'on tendra peut-être vers un 4-4-2 à plat, voire un 4-5-1. J'ai vu aussi Mbappé qui redescendait se replacer en phase défensive côté gauche en première mi-temps. Mais bon, le truc, c'est que c'est que des petits indices et c'est difficile vraiment de se projeter à cause du scénario de la rencontre et du fait que les Bleus se sont retrouvés à 11 contre 10 très rapidement. Raphaël, je vais solliciter ta mémoire totalement à brûle-pourpoint. On n'a pas du tout préparé cet épisode, on enregistre juste dans la foulée, on n'a pas préparé de thème ou autre. Toi qui jouais en losange, en club, avec tes U15 du côté de la CBB, est-ce que tu as en tête des losanges qui t'ont marqué au niveau professionnel ces dernières années? Moi, je t'avoue que là, j'avais fait un papier Eurosport, j'avais mentionné alors Saint-Gall parce que je sais qu'ils avaient joué en losange il y a je crois 2 ans avec Peter Seidler, donc bon, ça j'avais, c'est un petit peu random, un petit peu improbable, mais sinon il y a eu le Lyon de Rémi Garde, il y a eu l'Italie sur la phase finale de l'Euro 2012 avec Montolivo en 10. Il y a Salzbourg qui l'a fait, mais là c'était plutôt dans une optique de pressing. Est-ce que tu as vraiment d'autres exemples en tête? Parce que des cas de 3-1, j'ai l'impression qu'on peut en citer 1 milliard. Des losanges, c'est limite un événement à chaque fois qu'il y en a un. Bah, je vais citer un losange que je pense t'as bien connu et que je trouvais hyper intéressant, notamment par ses permutations et le jeu que ça pratiquait. Dans un club qui est plus habitué au 4-4-2 à plat ou leur voir le 4-2-3-1, c'était le losange de Caillera à Villarreal, Ah ouais, c'est vrai. qui l'avait mis en place régulièrement, notamment je crois à une époque avec Jonathan Dos Santos, le frère de Giovanni, qui était un beau joueur qui je crois est parti aux États-Unis d'ailleurs avec son frère. Mais je trouvais ça super sympa et d'ailleurs on avait utilisé à cette époque-là des images de cette équipe que je dois encore avoir d'ailleurs, où ça permutait énormément au milieu de terrain, où Trigueros passait de 6 à 8 à 10 sur la même action. C'était un Villarreal très sympa d'ailleurs. Caillera, il y a je pense un article à écrire sur ses multiples passages à Villarreal. On comprend jamais pourquoi il se fait dégager. Alors que c'est une équipe parmi les plus sympas d'Espagne à chaque fois qu'il les avait. Et c'était une belle équipe. Il y avait aussi, moi je sais que Edu, s'il nous écoute, va me détester, mais il y avait le losange de la Sampdoria de Gianpaolo à un moment, avec Bruno Fernandes en 10 d'ailleurs, qui était pas dégueulasse. Alors il y avait des bons joueurs, hein. Je crois qu'il y avait Lucas Torreira en 6, devait y avoir Quagliarella devant, avec peut-être Muriel à une époque. Je sais pas si les deux se sont croisés, mais vu que Muriel a eu pareil une carrière un peu particulière, devait y avoir Praet aussi, qui était dans le losange. Donc c'était vraiment sympa. Tout ça c'était assez intéressant. T'as cité le Lyon de Rémi Garde, il y avait aussi le Lyon d'Hubert Fournier qui a joué en losange lors de la saison 2014-2015 dans la foulée de Rémi Garde, avec Gourcuff en 10 derrière Fekir et Lacazette dans les meilleurs matchs. On en avait parlé d'ailleurs dans un épisode de Tout simplement Ligue 1 sur Coparena. Donc il y a je crois que le Bordeaux de Blanc était en losange aussi d'ailleurs, on en avait parlé. Oui. C'était avec Gourcuff derrière Chamakh et Kavenaghi. Mais c'est vrai qu'en 10 ans, là, depuis 2010-2011, il n'y en avait pas eu énormément. Et il y en a un dernier que je citerai, même s'il était intermittent. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais le Liverpool de Brendan Rodgers, la saison où il joue le titre contre City, jouait parfois en losange, avec même Sterling en 10 derrière Sturridge et Suarez. Et Coutinho était relayeur gauche. Et c'était quand même assez fun d'avoir un losange où finalement ton 10 c'est un joueur qui va porter le ballon, fixer et créer des décalages avec sa vitesse. C'était assez sympa. Mais il y en a eu quelques-uns quand même, c'est vrai que celui de Salzbourg était hyper intéressant. Il faudrait que j'avais une connaissance à un collègue qui fait beaucoup d'analyses vidéo aussi, qui m'avait envoyé plein d'extraits du losange de Salzbourg, et ouais, les mecs étaient hyper calés, hyper rodés, dans un jeu par contre très très direct. On dit souvent que les losanges c'est souvent pour contrôler le jeu, pour aller s'installer dans le camp adverse. Et par contre, ouais, le losange de Salzbourg, t'as parlé de pressing, Christophe, mais c'était aussi un jeu très très vertical où il y avait beaucoup de courses pour ouvrir de l'espace à d'autres. Bon, c'est dommage que finalement que Leipzig se soit jamais mis dans le même système, parce que je pense qu'avec des joueurs encore meilleurs, ça aurait été fun aussi. Ouais, je sais. Le pire, c'est que j'ai bien suivi cette équipe et j'ai oublié les 3 quarts des joueurs. Mais c'était Rose et Maric en plus, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Mais je sais même plus qui était. Je crois qu'il y avait peut-être du Wolf, du Schlager, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, oui, c'était des profils
qui était beaucoup effectivement dans la course, dans la percussion. Et c'est vrai que Florent, en fait, l'une des questions qu'on pouvait se poser en voyant cette compo-là, tu l'as un petit peu effleuré en voyant Griezmann défendre côté droit, t'avais des positions en 4-3-3, c'est en gros comment est-ce que tu défends avec un losange, parce que selon l'attitude de ta première ligne, ça conditionne beaucoup de choses, quoi. Est-ce que tu mets tes deux attaquants sur les deux centraux adverses, bon là il y en avait trois, donc voilà, et ton 10 sur le 6 adverse, ou est-ce que tu recules, comment est-ce que tu fais pour gérer la largeur? Finalement, je trouve qu'il y a quand même eu des choses, alors je ne sais pas si c'est inquiétante, mais notamment sur des renversements de jeu en profondeur, dans le dos des latéraux, Hernandez et Pavard, notamment Bale qui était un petit peu chiant pour Hernandez et Pavard qui s'est fait prendre plusieurs fois en profondeur dans son dos, où je me dis, je pense que Deschamps, ça l'embête de ne pas avoir vu ça plus longtemps, parce que du coup l'échantillon pour corriger, finalement ça sera 3 actions, quoi. Ouais. Donc du coup tu sais pas, est-ce que c'est un problème qui risquera d'être récurrent, ou alors est-ce qu'au bout d'une demi-heure les mecs auraient fini par comprendre et s'adapter? Après, le vrai problème du losange de base, c'est que vous voyez dans les exemples que vous avez donnés, notamment l'exemple de Salzbourg ou de Saint-Gall, c'est un système qui ne fonctionne que si on met beaucoup d'intensité. Sur le plan défensif, je parle, hein, du fait qu'il fonctionne. Après, offensivement, tu peux créer pas mal de choses avec un losange, parce que tu as automatiquement beaucoup de circuits, de triangles qui se dessinent. En revanche, défensivement, dans la couverture du terrain, tu es obligé de presser, en fait. Tu es obligé de mettre beaucoup d'intensité, parce qu'à partir du moment où tu laisses, et c'est ce qui s'est passé en début de match, où tu laisses beaucoup d'espace aux porteurs, où les mecs dans le premier rideau font pas forcément les efforts d'aller cadrer, de sortir sur le porteur, bah, les renversements de jeu, oui, forcément, ça peut facilement trouver des joueurs libres, et en plus, Tu te rappelles, ça peut mettre... Tu te rappelles du match de la France en losange contre l'Espagne il y a quelques saisons de ça? Oui, il s'était fait laminer justement dans la largeur, parce que personne ne sortait. Je crois que c'était sur Ramos et Piqué, Ouais. qui s'amusaient à faire des transversales, et bah, du coup les milieux, bah, ils courent ils courent sur toute la largeur, ils coulissent et ils contiennent, mais ils peuvent pas défendre en avançant, quoi. Et ça, bon, on l'a pas assez vu évidemment face aux Gallois, parce que ils ont fini à 10. Par contre, on a vu en début de match que les Français, avec leur losange, essayaient d'avoir un bloc quand même assez haut sur le terrain, sauf qu'à partir du moment où tu as un bloc haut, mais que devant ta première ligne laisse le défenseur dont tu sais qu'il va armer le gelon, ils étaient quand même lisibles d'assez loin, les mecs qui avançaient, qui poussaient un peu la balle et qui levaient la tête. À partir du moment où personne ne sort sur ce joueur-là, eh ben, il peut ajuster son gelon, et puis vu que la ligne française était assez haute, eh ben, forcément ça peut passer dans le dos, et c'est comme ça que c'est James, je pense, qui est parti plusieurs fois dans le dos de Pavard en début de partie. Et ça, forcément, si tu mets pas d'intensité dans ton premier rideau, tu risques d'en encaisser d'autres, des séquences comme ça. Après, tu as toujours cet aspect, bon, bah, c'était un match amical, et généralement les matchs amicaux, se font au petit trot. Et du coup, tu peux difficilement mettre l'intensité que tu voudrais. Après, bon, on a déjà vu des Français rentrer dans les compétitions avec des matchs justement manquant énormément d'intensité. On peut se souvenir du France-Australie de la Coupe du Monde 2018, qui était particulièrement horrible de ce point de vue, ou du France-Roumanie, si on revient un peu en arrière, où là, je sais pas si on peut parler de football. Donc voilà, il y a cette dimension-là sur le plan défensif, où les séquences de pressing à 11 contre 11 étaient loin d'être convaincantes, on va dire. C'est parce qu'il suffisait pour les Gallois d'avancer un petit peu, enfin de faire quelques passes de préparation jusqu'à libérer un gars qui avance un petit peu, qui lève la tête et puis qui a juste son long ballon, et ça pouvait passer assez facilement. Et la difficulté, c'est que tu vas pas démarrer par l'Australie, tu vas démarrer par une Allemagne, certes un peu malade, mais qui, si tu laisses, je sais pas qui est appelé côté allemand derrière, mais si tu laisses Soule avancer un petit peu, et Mels qui est de retour, ou Mels qui est là, et Werner attaqué dans le dos de Pavard, bon bah ça peut faire un peu plus mal, quoi. Voilà. À noter que j'ai retrouvé une partie des joueurs de Salzbourg. Alors effectivement, tu avais genre souvent Schlager, Berisha, Samasekou et Aïdara. Ce qui était quand même effectivement, pour mettre de l'intensité, un truc assez sympa. Souvent en plus derrière, tu avais du Wang, du Dabour, du Minamino, du Gulbrandsen, la plupart qui aussi eux courent beaucoup. Ce qui fait que voilà, ta dernière ligne avec Caleta, Char, Liner, etc. était assez tranquille. Alors elle avait des trucs assez scandaleux parfois à défendre, mais le truc était fait pour récupérer le ballon dans le camp adverse. Raphaël, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ces 25 premières minutes? Est-ce que
le plus important. Enfin, il y a des choses vraiment à dire, toi qui vas te concentrer sur la partie offensive pour l'équipe. Est-ce que, en gros, quelle est la part de ce que tu vas évoquer qui est pendant les 25 premières minutes et pendant les 65 suivantes? Est-ce que du coup, ça sera un tiers, deux tiers? Ou est-ce que tu vas essayer malgré tout de beaucoup plus parler des 25 premières minutes parce qu'elles étaient à 11 et parce que c'est beaucoup plus significatif? Je me pose encore la question, parce que là il est 23h42, et donc c'est à la fin de cet enregistrement que je m'y mettrai. Je pense que je vais quand même me concentrer sur les 25 premières, parce que c'est là-dessus aussi qu'à mon avis le staff de la France va se baser, même si il y aura des choses à garder sans doute de la deuxième partie du match qui est plus longue. Mais quelle part, quel mérite tu attribues à tes joueurs et à ton organisation quand t'es un joueur de plus contre une équipe qui est déjà plus faible que toi? C'est pour ça que c'est difficile. Non, les points qui m'ont marqué, je vais les citer à la volée comme ça tu pourras t'inspirer et partir sur celui que tu as envie de choisir. C'est les choix d'hommes au milieu à l'avenir, notamment le rôle de Tolisso en 6, qui c'est vrai peut-être semble pas instinctif au départ, mais alors je pense que je suis un des mecs qui surcote le plus Tolisso. J'adore le joueur et je resterai à vie, alors que c'est pas très important, mais à vie marqué par des matchs qu'il avait fait à, je crois, l'automne 2019, si je ne m'abuse, ou automne 2018, je ne sais plus, avec l'équipe de France, où il joue 6-8 dans une équipe où Pogba est pas là, ou Kanté est peut-être pas là. Il avait été excellent justement pour orienter le jeu français, et je l'aime plutôt bien en 6, et je pense que vu son registre actuel, où il a l'air d'avoir un peu de mal quand même sur l'explosivité sur les premiers mètres, dès que le ballon lui arrive pas dans les pieds, j'ai l'impression qu'il est vite dépassé. Je pense que ça peut lui correspondre, il a un excellent jeu long, et à mon avis ça peut être intéressant. Et dans ce milieu-là, s'il faut choisir justement lequel des quatre du milieu, si on inclut Griezmann dans le milieu, dans ce losange, lequel des quatre pour moi est le plus à même d'être remis en question, ce serait plus Rabiot, parce que comme l'a dit Flo en préambule, Kanté a toujours été très bon en relayeur, et d'ailleurs quand il a joué 6 avec l'équipe de France, c'est l'Euro 2016, et c'est l'Euro où il perd sa place. Parce que ça démarre en 4-3-3, vous me corrigerez si je me trompe, mais pour moi ça démarre en 4-3-3 avec Kanté qui est justement en 6 et qui disparaît sur la deuxième mi-temps de France-Irlande quand Matuidi et Pogba prennent le cœur du jeu, et derrière il revient plus de la compète, et en 2018 dans la foulée ça recommence en 4-3-3, et puis il est mieux quand ça passe en 4-2-3-1 et que Matuidi prend le côté gauche, et que cette fois Kanté est dans l'axe avec Pogba. Donc je pense vraiment que Kanté n'est pas une sentinelle, et que ce serait dommage, vu la saison qu'il a faite en plus avec Tuchel, où il a été bon entre les lignes dans les circuits pour ressortir le ballon, sur lesquels il a progressé. Ce serait dommage, mais ça resterait compréhensible, c'est une autre compétition et c'est la sélection, mais de le remettre dans un rôle qui n'a jamais été son rôle d'ailleurs, où il a été le plus brillant. Bon, on va rester sur ce point-là du coup. Flo, qu'est-ce que tu penses? Alors, franchement, on a zéro garantie. Je pense que la France ne terminera pas l'Euro en losange, personnellement. Donc, on va pas non plus tirer des conclusions que sur ce système-là. Mais si on parle de l'animation du milieu, parce que pour le coup, le fait d'avoir 3 milieux derrière Griezmann, c'est un truc qui peut durer selon la façon dont tu joues. Qui est-ce que tu mets reculé? Moi, je t'avoue que comme ça, instinctivement, j'étais plus sur l'idée de mettre Pogba milieu reculé, avec Kanté un cran plus haut pour le protéger. J'étais incertain sur le deuxième, c'est-à-dire que je n'aime pas spécialement le jeu de Rabiot. J'avais peur que Sissoko, Tolisso soient totalement à court de rythme. En gros, je me disais, les autres options sont peut-être pas aussi fiables que ça. Tolisso montre des choses. Maintenant, c'est vrai que la question de l'explosivité se pose. Et est-ce que le côté milieu reculé qui va te faire des belles passes en profondeur de Pogba, il a ça, mais est-ce que du coup tu perdrais pas plus sa tonicité au milieu de terrain en mettant Tolisso et en te disant Tolisso a moins d'écart, on va dire, en tant que milieu reculé qu'il n'en a en tant que relayeur par rapport à Pogba? Je suis un petit peu incertain en gros. Est-ce que vraiment tu maximises cette force-là, ou est-ce que tu essaies de te protéger un petit peu plus, un cran plus haut sur le terrain? C'est assez vague. En fait, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, ce qui m'a gêné au milieu de terrain, pour faire ça assez rapidement, c'est que Pogba se retrouve axe droit, ou je sais pas, en tout cas dans une position avancée. Il a joué axe droit dans un milieu à 2, mais dans un milieu à 3, en position avancée, je sais pas, je saurais pas te dire d'où ça vient, mais je trouve beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins naturel que quand il joue axe gauche, comme il avait pu jouer avec la Juve à ses débuts. Donc ça c'est le premier point, le fait qu'il soit à droite me gêne. Maintenant, j'espère que quand Kanté va revenir, Kanté s'installera. Je préférerais qu'il s'installe dans ce rôle-là de relayeur droit
plutôt que dans le rôle de numéro 6 qui semble lui être lui revenir s'il doit rentrer dans l'équipe. Enfin, il rentrera dans l'équipe, mais voilà. Je pense que je serais très déçu, tu vois, si on se retrouve avec parce qu'aujourd'hui j'imagine que c'est le cas, avec Rabiot, Kanté, Pogba dans le milieu de terrain. J'espère qu'on aurait un Rabiot en 6 s'il doit jouer, Pogba à gauche, Kanté à droite, plutôt que Kanté en 6, Pogba à droite et Rabiot à gauche. J'ai l'impression que si on doit avoir ces 3 titulaires là, ça peut être la pire configuration possible. J'ai l'impression qu'on prend cette direction là. On va voir face à la Bulgarie où Kanté va rentrer dans l'équipe. Mais ensuite, après, pour parler, voilà, moi Rabiot m'a exaspéré sur la première mi-temps parce que dans ce rôle de relayeur, on l'a dit depuis assez longtemps qu'il était assez peu à l'aise pour aller entre les lignes et se positionner assez haut sur le terrain. Et là, j'ai trouvé qu'il allait très souvent, qu'il décrochait beaucoup trop, qu'il faisait des passes qui servaient à rien, qui ralentissaient le jeu. C'est-à-dire que quand il y avait une passe de 20 mètres qui était possible, genre pour envoyer le jeu vers Lucas Hernandez, Rabiot se mettait sur la ligne de passe au lieu d'aller se positionner plus haut pour être une solution entre les lignes. Et du coup, on faisait 2 passes de 10 mètres au lieu d'une seule de 20 pour pouvoir avancer. Et ça m'a gêné. Ça m'a particulièrement gêné à gauche. Je pense que ça gêne tout le monde. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui n'apporte rien. Je veux dire, ça fait péage, quoi. Ça t'apporte même pas une certaine sécurité ou autre, quoi. C'est juste que tu perds du temps. Et pour rattraper un peu le coup et un peu équilibrer mon avis sur Rabiot, dans les 30 dernières minutes, lorsque la France a basculé dans un 4-4-2 à plat, où il s'est retrouvé dans un milieu à 2 avec Sissoko, et où il avait quasiment le rôle le plus reculé, même s'ils alternaient évidemment avec Sissoko, il m'a beaucoup moins gêné. Dans ce rôle-là, voilà, milieu à 2, mais dans un milieu à 2, il sera jamais titulaire, parce que ce sera Pogba, Kanté devant. Mais dans cette position de relayeur, je vois pas pourquoi il resterait dans l'équipe. Alors certes, il est sur le but, mais au-delà du but, il y a 89 minutes et 30 secondes où il y a d'autres choses à relever. Et en plus, sur le but, c'est un tir écrasé, dévié par Griezmann, qui finit sur Mbappé, quoi. Et pour reparler du losange de Salzbourg, dans le losange de Salzbourg, il n'y aurait jamais eu cette passe, parce que Rabiot, sur ce temps de passe, aurait fait une course dans la profondeur, qui aurait attiré un joueur, et le latéral, par exemple, Hernandez ou Digne, aurait trouvé une passe diago pour Benzema ou Mbappé, qui aurait dévié en une touche pour Rabiot, qui aurait continué sa course. Alors t'es souvent à la limite du hors-jeu, parce que t'es parti un peu en avance, parce que t'es sur une action à 3 qui au début a l'air d'être jouée à 2 et qui finit à 3 et qui surprend l'adversaire. Mais disons qu'il y avait beaucoup de courses coordonnées. Alors c'est plus facile de le faire en club, hein, évidemment, quand tu bosses toute la semaine pendant des années et qu'en plus il y a un peu toutes les mêmes choses qui sont répétées aux différents échelons du club. Mais disons que là il y avait pas beaucoup de courses pour créer un espace à un partenaire, alors que dans le losange tu peux vite créer des incertitudes chez l'adversaire. Après, tu vois, dans la compréhension du poste, son prédécesseur qui aurait joué axe gauche, relayeur gauche, Matuidi, aurait fait exactement ce que tu as dit. Ah oui, bah Matuidi, il aurait été dans le registre du relayeur de Salzbourg, ouais, qui, dans l'entrejeu, n'est pas amené à toucher beaucoup la balle, ou en tout cas, la toucher arrêtée. Il est là pour être lancé, surtout par ses partenaires. Après, dans cet effectif français, qui peut tenir un rôle de ce genre à un poste de relayeur ? Il y a quand même beaucoup de mecs qui aiment bien recevoir dans les pieds, tu vois. Limite, celui qui peut le plus le faire, c'est le Kanté de cette saison. C'est Kanté. Ouais, non, c'est ça. Mais plus côté droit, du coup. Parce qu'il a toujours joué côté droit ou axe droit, Kanté. Mais ouais, ce serait... Enfin bon, à Chelsea, en tout cas, c'est comme ça qu'il a fait beaucoup de mal à Chelsea, au Real Madrid, à City, etc. En Ligue des Champions. Mais n'empêche, Raphaël, je trouve que c'est assez intéressant, cette question, en gros, de l'articulation des 3 milieux. Parce que j'ai l'impression, alors la déclat de Deschamps, ça se trouve, rien ne nous dit qu'on doit le croire ou que même lui ne va pas changer d'avis par rapport à ce qu'il dit maintenant. Mais moi, ça a totalement changé ma vision des choses, et même, je pense, de beaucoup de gens, le fait qu'ils disent que faut mettre les gens à leur place et que Mbappé ne jouant jamais à droite en club. Ouais, après, il avait dit... Non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si, en gros... Voilà, s'il change d'avis, tout est bouleversé. Tu peux réimaginer de nouveau le 1-4-2-3-1 avec Mbappé en ailier droit et un ailier gauche qui en fait serait un milieu comme c'était le cas en 2018, en remplaçant Matuidi par Pogba, par Rabiot, ce qui était, je pense, ce que beaucoup de gens anticipaient, notamment sur Rabiot. Maintenant, s'il laisse Mbappé à gauche, j'ai beaucoup de mal à imaginer une articulation en 4-2-3-1 asymétrique. Moi, je pense pas que sa phrase, ça veuille dire il faut mettre les joueurs à leur poste. Je pense que ça veut dire il faut mettre Mbappé à gauche parce que Mbappé s'est installé et est difficile à remettre en question. Lucas Hernandez, il joue pas latéral gauche. Enfin, oui. Bon, après, sa phrase, derrière, il dit en gros, il extrapole à partir de Mbappé en disant Mbappé, machin. De toute façon, dans tous les cas, moi, mon truc, c'est toujours de mettre les joueurs à leur place. Ouais, enfin, après, effectivement. Si derrière, il met Kanté 6...
Tu vois, c'est ce qui est Oui, parti. non, mais d'accord. Ouais. Non, mais pour moi, c'est comme quand il disait je privilégie les mecs qui ont du temps de jeu, ce qui n'était pas vrai du tout pour je sais pas combien de gars, tu vois. Oui, non, tout à fait d'accord. Mais si on se concentre sur Mbappé en se disant que Oui, pardon. il s'enflamme peut-être un peu sur les autres postes, mais que dans tous les cas, en utilisant en plus bien la terminologie axe gauche, donc vraiment pas ailier gauche, mais garder un système axial, enfin voilà, avec un 10 et deux pointes, a priori, t'as le 3-4-1-2, Ouais. tu peux le dénominer, enfin tu peux le nommer un peu comme tu veux. Je suis désolé si je suis pas très clair. Je suis au bout de ma vie, je suis extrêmement malade, je fais ce podcast au mental. Mais en gros, voilà, un 3-4-3 très axial, ou alors faire ce losange, mais sinon il n'y a pas non plus beaucoup de formules. Et pourtant, tu vois, je suis pas persuadé que ça finisse comme ça. Moi, je suis dans l'idée que soit il finira par mettre Mbappé à droite, et tant pis, soit il le mettra à gauche, et du coup tu feras la symétrie, mais de l'autre côté, et là il te faut trouver ce Matuidi 2018 mais qui soit à droite, parce que ses profils de compensation, ils sont plutôt à gauche. Après, tu peux t'amuser à délocaliser Pogba à cet endroit-là, peut-être que ça fera le job, hein. Ou même Rabiot, mais c'est un petit peu moins naturel que sur l'autre côté. Même Lemar Tolisso. joue plutôt à gauche. Enfin voilà, en gros, le plus naturel, c'est Sissoko, mais qui est quand même un petit peu en perte de vitesse depuis pas mal de temps. Ou alors, ça serait sacrifier l'un des trois offensifs, mais je suis pas sûr que à la fois ce soit la tendance, et puis ce qu'on ait vu ce soir aille dans cette... Voilà, tu vois, si vraiment Griezmann avait été totalement catastrophique, tu te dis, bon, il y a un moment, finalement, il va virer Griezmann, il va mettre un milieu supplémentaire, et puis il va faire ça comme ça. Là, je pense vraiment qu'il est parti pour s'appuyer sur ces trois-là, et que du coup, la vraie interrogation pour les suiveurs et pour lui, c'est comment est-ce que je fais pour que les 7 autres autour soient vraiment pertinents. Mais sachant qu'en plus, alors si tu les laisses jouer vraiment naturellement, je pense que tu finis avec un côté gauche où Benzema et Mbappé seraient tout le temps dans la moitié gauche du terrain. Ouais. Et ça, on l'a un peu vu en première mi-temps, hein, pour le coup. Ça peut être, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça peut être un avantage si tu sais bien l'utiliser pour derrière des appels à droite, mais qui va les faire et qui va les trouver, tu vois. À un moment, il y a eu une tentative d'ailleurs, à un moment, il me semble, où Pogba essaie de trouver Pavard dans le dos de la défense. Je sais plus à quel moment c'est du match. Début de match, genre aux alentours de la 10-15e minute, je crois. Elle est un peu courte et elle est coupée, mais global. Ouais, vas-y, Flo, vas-y. Globalement, il y a quand même eu beaucoup de mouvements où il y a quand même... Alors bon, en face, évidemment, ils étaient juste en position de contenir. Ils n'étaient pas vraiment armés pour pouvoir faire reculer ce bloc. Mais quand on était installé camp adverse, il y a eu beaucoup de séquences. Alors souvent de la gauche vers la droite en première mi-temps, plus de la droite vers la gauche en deuxième. J'ai l'impression qu'on a plus penché à droite en deuxième mi-temps. Je dis pas ça parce que Jules Koundé est en train de jouer à droite. En plus, pas du tout. Mais c'est vrai que très souvent, quand même, il y avait de l'espace libéré à l'opposé pour les latéraux. Tolisso les a bien trouvés en début de match, notamment à renverser de manière un peu automatique, mais c'est ce que le jeu appelait le plus souvent, parce qu'il y avait beaucoup de densité dans l'axe. Et c'est vrai que très souvent autour de la surface, c'est vrai que quand tu as des passeurs comme Tolisso, comme Pogba, qui reçoivent la balle, tu vois, après avoir fixé sur un côté et qui sont en capacité d'aller chercher à l'opposé, je pense qu'il y a moyen d'exploiter pas mal de situations pour peu qu'il y ait cette fameuse course à droite, quitte à avoir des latéraux très très attirés par le but et la surface de réparation. Mais tu les as pas vraiment. Tu les as pas vraiment, mais tu vois, un mec comme Pavard avec son mètre, je sais pas, 85, 86, c'est quelqu'un qui pourrait aller poser de l'autre côté. Ouais, il peut gagner des duels au deuxième poteau. Mais bon, ça c'est des choses à voir et qui seront ou non repérées à la vidéo. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même très souvent qu'il y avait des espaces côté opposé dans la surface. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est l'intérêt d'avoir aussi Pogba axe gauche. Parce que pied droit comme ça, faux pied à l'intérieur, c'est plus facile pour lui d'aller trouver cette diago qui va amener vers le but plutôt que Rabiot gaucher, pour qui ça va être difficile de trouver la diago lancée vers le but. Tu vois. Déjà qu'en plus, Rabiot les cherche pas forcément. Il va plutôt être dans la sécurité, la neutralité et parfois pas voir les appels dans la profondeur. Il en rate un moment en deuxième, je ne sais plus qui était latéral gauche à ce moment, si c'est Hernandez ou Digne. Où il y a un appel diagonal vers le but et Rabiot le voit pas et joue côté tranquille et... Voilà, donc c'est aussi... il y a plein de questions à se poser sur comment agencer les joueurs. Alors, parce que dans le scénario idéal, tu peux quand même aboutir à un truc hyper rodé en peu de temps. Oui, parce que c'est quand même... le truc qui est assez intéressant, c'est que finalement, on voit que... après, on s'en doutait, hein,
Mais Raphaël, je sais pas à quel point tu vas insister là-dessus, mais il y a des choses qui sont vraiment de la compréhension mutuelle entre des joueurs d'un tel niveau, notamment sur les déplacements des offensifs. Tu vois que effectivement, il peut y avoir la tendance à se marcher sur les pieds, enfin dans le profil, mais que finalement un Benzema va très bien quand Griezmann est en train de mener le jeu et qui va rester dans la surface. Et je sais plus lequel d'entre vous disait ça, c'était peut-être Julien d'ailleurs, notre ami Julien Maumont, mais qu'en gros, ce qu'on avait soupçonné, à savoir que Benzema peut faire du Giroud aussi bien, voire mieux que du Giroud en fait, et que du coup, en fait, je sais pas à quel point parfois c'est dans son ADN et à quel point parfois avec le Real il décroche parce qu'il faut décrocher, sinon le ballon va jamais lui arriver. Mais on voit que c'est un joueur de surface qui peut très bien s'épanouir dans ce rôle-là et être menaçant. Et d'autant plus qu'il a des stats de tête depuis 3-4 ans qui sont assez impressionnantes. Hein. C'est un des meilleurs joueurs de la tête en Europe depuis 3-4 ans, donc oui. Et d'ailleurs, l'action du but de Griezmann, alors le Pays de Galles est déjà à 10, mais Mbappé qui vient dans cette zone-là et qui fait une touche de balle en déviation, qui derrière fait un appel qui permet à Griezmann d'avoir du temps pour se retourner et pour frapper. C'est, je pense, un exemple de ce que le staff des Bleus va montrer aux joueurs, parce que c'est une des, je dis rare, parce que je pense qu'il y aurait eu plus d'opportunités que ça, mais une des rares séquences où la France arrive à remettre du rythme à l'intérieur. Il y en a quelques-unes, et celle-là, je pense, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et tu vois, si t'arrives à trouver les trois comme ça, qui sont capables tous de jouer en une touche de balle, et quand Mbappé est comme ça, c'est encore plus intéressant. Disons que c'est pas le fonctionnement PSG, où tu vas aller voir Neymar qui va être dans trop de touches de balle, qui va attendre le ballon dans les pieds. Là, t'as quand même trois mecs qui sont capables aussi bien d'attaquer la profondeur que venir se placer entre les lignes. Alors même si Griezmann me semble peut-être aujourd'hui le moins à même d'attaquer la profondeur, alors qu'il était super fort dans ce domaine il y a 4-5 ans. Et c'est dommage, parce que tu t'aurais pi imaginer un truc aussi où Benzema aurait été l'axial, un peu faux neuf, qui serait venu décrocher pendant que Mbappé attaque demi-espace gauche et Griezmann demi-espace droit. Ça me semble pas vraiment possible aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un appel en profondeur de Griezmann? Bon, il n'y a pas eu tellement de profondeur, hein, mais j'en ai pas vu. Je pense qu'il est quand même capable de le faire encore, mais de moins en moins en équipe de France, et peut-être qu'on lui demande pas parce qu'il fait d'autres choses. Mais en tout cas, il y a eu quelques séquences intéressantes, et j'aurais quand même aimé que le Pays de Galles reste à 11 pour voir si finalement ils allaient réussir à jouer plus haut, ce qui n'aurait pas déplu à mon avis à l'équipe de France. Parce que là, ils se sont retrouvés dans un format où t'as eu très peu d'espace pour tes trois attaquants, et même s'ils sont capables de bien combiner, bah quand t'as un peu moins d'espace pour Mbappé ou pour Griezmann, c'est tout de suite moins intéressant. Sachant, Florent, que on peut se dire, ah oui, mais bon, du coup, le Pays de Galles a été obligé de défendre, ça te permet de travailler ta configuration façon bloc bas. C'est pas dit que, contrairement à tous ces euros où t'avais Albanie, voilà, des équipes comme ça au premier tour, là, le petit de ton groupe, c'est la Hongrie. Et la Hongrie, alors peut-être que par la force des choses, avec l'écart technique, tu vas être amené à la dominer, un peu à l'étouffer. Mais c'est une équipe qui est quand même assez joueuse et qui était ultra joueuse en 2016. Donc du coup, je veux dire, même ce travail face à des blocs bas, bah, c'est pas ça qui va te servir a priori face à l'Allemagne. C'est pas sûr que ça te serve, hormis par séquence face au Portugal, ni face à la Hongrie. Donc en plus, j'ai envie de dire que bah, c'est bien, mais c'est un peu vain en fait. C'est pas là-dessus que t'as besoin de bosser. Ouais, c'est pour ça que c'est vrai que d'habitude les Français dans leur choix de matchs de préparation sont assez inspirés et réussissent à prendre des équipes qui vont un petit peu ressembler à ce qu'ils vont retrouver. Mais là, c'est vrai qu'avec le tirage au sort et le fait de jouer, parce que c'est pas la Bulgarie qui va disputer la possession à l'équipe de France, je pense. Donc ça va plus être vraiment des matchs amicaux pour mettre tout le monde en rythme et essayer de créer certaines ententes sur le terrain, certains automatismes, parce que quand tu vois aujourd'hui la ligne d'attaque et surtout la relative liberté quand même qu'il y avait entre les joueurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre Griezmann, Benzema, Mbappé, voilà, disons que c'est une entente sur le terrain, on va pas dans la zone de l'autre, on essaie de se trouver, mais il y a pas enfin voilà, il y a quand même pas mal de liberté. Même Mbappé s'est retrouvé à faire des appels côté droit à un moment donné en première mi-temps. Donc à ce niveau-là, la structure est tellement fluide que c'est vrai que c'est juste pour préparer, je pense, quelques habitudes entre les joueurs, plus que se préparer à certains adversaires qui vont retrouver sur la phase de poule. Et c'est vrai que après le match face à la Bulgarie, je pense qu'on n'en saura pas plus sur la capacité de cette équipe de France à s'en sortir face à l'Allemagne ou face au Portugal, Oui. voire face à la Hongrie, même si, comme tu le disais Christophe, la Hongrie est tellement joueuse que j'ai peur, entre guillemets, pour elle,
elles prennent la balle et elles finissent par se faire contrer comme ça a pu lui arriver. Je crois que c'était face à la Belgique qu'il l'éclate en huitième de finale de l'Euro. Ouais. Ouais. 4-0 alors que la Hongrie est première de son groupe avec Islande, Portugal et Autriche, je crois. C'est pas le groupe où tout le monde est à 3 points là? 5, 5, je crois. 2, je crois. C'est pas le Portugal qui fait 3 matchs nuls et qui se qualifie, enfin je sais plus. Mais après par contre sur ce que vous disiez sur le profil des équipes, ça peut aussi expliquer qu'un mec comme Rabiot soit très moyen sur les matchs de prépa là, parce que ça va moins lui correspondre, ça, en tout sûr. cas à ce Rabiot là, et qu'on le retrouve contre l'Allemagne-Portugal et qu'il soit capable de claquer 2 gros matchs. Donc on est plus con, largement plus con que ceux qui vont s'occuper de l'équipe de France. Donc si on est capable de se dire ça, eux je pense en sont bien conscients également, quitte à peut-être qu'à ce que Rabiot joue un peu moins le deuxième match et qu'il revienne complètement frais pour le troisième. Ça on verra aussi où Kanté en est pour le deuxième match. Après ça vaut aussi pour pas mal de joueurs ça de toute façon, hein. Pour Rabiot comme pour d'autres. Oui, ça vaut pour le Pogba de cette saison, ça vaut pour un mec comme Lucas Hernandez, qui en attaque placée, latéral gauche va pas non plus faire des fantaisies. Ça vaut pour pas mal de Français, oui. Je me demande en fait pour lequel ça ne vaut pas, ou pour lequel c'est moins bien. Je suis en train de réfléchir. Et il n'y a pas forcément de profil pour lequel c'est moins... Peut-être le Tolisso, disons. Le Tolisso actuel. Faut voir si dans un match où ça va un peu plus but à but, où faut défendre bloc médian, ou subir des pressions, peut-être que là il sera un peu moins à l'aise, parce qu'il était très 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 tranquille là pour distribuer intelligemment, mais c'est vrai que tu peux pas vraiment évaluer son niveau, disons quart de finale d'Euro face à une équipe comme ça qui est réduite à 10. En tout cas, si tu veux tirer un enseignement très prématuré sur 25 minutes de jeu en 11 contre 11, t'as presque envie de dire cette équipe de France. Alors, ça va à l'encontre de ce que je disais sur le fait qu'en losange, il faut presser. Mais ne sortez pas. N'allez pas chercher l'Allemagne ou le Portugal beaucoup trop, parce que vous n'avez pas l'air de savoir le faire vu les 20 minutes contre le Pays de Galles. Pardon. Ça, c'est un point je sais déjà que les 15 premières minutes face à l'Allemagne, pour peu que les Allemands aient un peu le ballon, je pense que c'est la première chose que je vais regarder. Où est-ce que la France en losange veut orienter l'adversaire ? Ah, mais il n'y avait pas de travail du premier rideau, il n'y avait pas de travail d'orientation particulière. Parce qu'en plus, comme tu le disais au tout début, j'ai l'impression que parfois Griezmann défendait à droite, que parfois il défendait axe, que parfois, comme tu disais, Mbappé revenait un peu côté gauche, que Mbappé et Benzema étaient à deux devant, même à un moment, je sais plus si Griezmann est encore sur le terrain ou s'il a changé de position, mais tu vois vraiment un 4-4-2 avec Coman qui rentre côté, donc je sais pas si c'est l'histoire de laisser le flou pour que les adversaires puissent pas trop se préparer. Je me demande dans quelle part ça joue dans la préparation des entraîneurs. Mais il faudra décider, parce que si tu joues en losange et que t'es pas dans l'attente, si tu veux pas orienter, tu vas avoir beaucoup de mal à récupérer le ballon. Tu tombes contre une équipe qui s'est renversée et qui s'est trouvé une passe à l'intérieur, tu peux l'attendre longtemps le ballon. C'est-à-dire que Raphaël, en fait je vois la liste allemande, la compo de ce soir. D'un côté, je me dis... Quelle était la compo allemande de ce soir ? Je vais te la donner. Je fais confiance à Soccerway, forcément, on n'était pas devant le match. Donc ça m'annonce un 5-4-1, mais qui est... Enfin voilà, après, j'imagine que les positions, c'est plutôt... bref. Klostermann, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal avec la géométrie dans l'espace. Et c'est-à-dire que... Non, mais sincèrement, en fait... mais ça me fait rire, parce que j'ai déjà sorti cette phrase à ma conjointe. Et donc du coup en fait tu vois je me dis en fait là les 4 du milieu les 2 sont des ailiers, mais du coup dans ma tête j'arrive pas à faire le calcul du système, alors qu'en fait je dois juste faire -2 et +2. Un 3-4-2-1 ouais c'est ça, c'est un 3-4-2-1 si tu décales tout le monde. Donc en gros du coup je vais te la faire en 3-4-2-1. La défense c'est Zule, Hummels et Ginter. En piston Klostermann, Gossens avec un double pivot Neuhaus et Kimmich. Sur les ailes, Gnabry, Sané et Thomas Müller en pointe. Et ce qui veut dire pour, en gros, le lancement que j'ai essayé péniblement de faire, qui était à la fois Neuhaus et Kimmich. Les mecs vont te faire un spécifique passe intérieure transversale. Tu vas prendre un enfer terrible. Par contre, Hummels, Zule, Ginter, ça sera peut-être pas Ginter le troisième, mais tu récupères la balle et tu mets un but à chaque fois. En fait, j'ai l'impression que la France va terminer avec 35% de possession et une structure où tu te diras, mais c'est n'importe quoi, et que la France va gagner 4-0 en fait. Et Klostermann a joué côté. Ouais, Klostermann était côté droit et Gossens côté gauche. Et devant, t'as dit que c'était si on l'a fait à 3, c'est Gnabry, Müller, Sané. Ah, et Müller, ok.
Sachant que tu peux faire rentrer des machines à presser et des mecs qui vont vraiment t'embêter si jamais tu mets Havertz et Werner dans les zones un peu autour du numéro 6. Quoi. Et tu peux imaginer Rudiger aussi à la place de Ginter. Oui, je pense que oui, c'est Zule, Hummels, Rudiger. Si t'as Zule et Rudiger qui entourent Hummels, c'est déjà un peu mieux pour contrecarrer des attaquants rapides. Parce que là, à la course, ça va pouvoir se bagarrer. Donc tu peux jouer un peu plus haut sans paniquer. Parce que je pense que Ginter se ferait éclater. Le Klostermann côté droit, j'ai du mal à y croire aussi. Ce serait qui d'ailleurs? Il y a un Allemand qui manque là, qui doit revenir et qui doit jouer dans le groupe ou... Je vais te faire une longue phrase, je vais chercher la liste. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Putain, je suis complètement fou. Bah ouais, mais est-ce que c'était assez long pour toi? Donc dans les défenseurs, j'ai Ginter, Gossens, Günther de Fribourg, Alstenberg, Klostermann, Hummels, Kor, Rudiger, Zule. Donc non. Donc ouais, Il est peut-être dans les milieux aussi, le piston droit que Joachim va passer. Là, comme ça, Chan, je vois pas non plus. Kimmich, Müller, Musiala, Sané, Gundogan, Hoffmann, Neuhaus, Kroos. Par contre, autant, tu vois, je suis vraiment sur l'idée que l'Allemagne va sauter au premier tour, autant tu peux faire vraiment une superbe équipe avec tout ça. Après, t'as la possibilité où Kroos rentre dans le milieu avec Neuhaus et c'est Kimmich qui joue à droite. Ouais, sachant que Goretzka aussi d'ailleurs, c'est vrai. Physiquement, milieu. Ça va. Ouais. Oui, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi j'arrive plus à considérer Kimmich comme un joueur que tu peux mettre latéral, tu vois. Pour moi, il est devenu tellement important, c'est un peu comme Mbappé, tu vois, quand Deschamps disait on va le mettre à son poste et puis voilà. C'est que les mecs s'imposent tellement qu'à un moment, tu t'inclines, tu vois. Ça peut être fait, hein, mais ça fait combien de temps que Kimmich a pas vraiment joué latéral maintenant? Bah oui, parce que là, en plus, maintenant, il mettait Zule à la place. C'est ça. Le mettre. Je me demande s'il l'a pas fait sur un match cette saison, mais c'est pas pertinent de ressortir un match, hein, je veux dire. Après, il y a Goretzka ailier sur un match avec la sélection, c'est pas pour autant qu'il est ailier, quoi. Après, Koundé a bien joué latéral droit ce soir, hein, donc. C'était un lancement qui allait pas tarder à arriver. Non, parce que franchement, si tu me dis dans la liste qui je mets, j'ai limite plus envie de mettre Gnabry que Klostermann, tu vois. Je pense que Gnabry répondra mieux qu'un mec comme Klostermann, ou si tu lui mets un mec qui peut l'éliminer, Klostermann, j'ai rien contre le bonhomme, hein, mais je le vois plus souvent le cul par terre dès qu'il y a un attaquant qui va vite que les jambes debout. Donc, En fait, je ne connais pas du tout Günther de Fribourg, ce qui est assez terrible de ma part. Mais Fribourg, c'est vraiment apparemment, c'est un piston gauche. C'est vraiment un angle mort total, ce club. Je le regarde absolument jamais. Je ne connais Fribourg, je ne connais que Santa Maria. Et Jonathan Schmidt. Ah, oui. Mais oui, donc voilà pour l'Allemagne. On va pas s'amuser à faire toute la liste portugaise, mais en tout cas cette Allemagne peut faire un révélateur sur certaines choses des Bleus. C'est vrai que la zone 6, alors tu peux faire l'organisation de différentes façons, hein, mais si dans la zone traîne Werner, Havertz, Goretzka, t'auras de la pression à gérer, quoi. Tu devrais être capable, alors soit c'est les centraux qui balanceront directement et du coup tu passeras pas par ce milieu-là, soit il faudra être capable de vite sortir. Et un Kanté est capable de le faire, mais plus quand il a des habitudes et qu'il sait exactement où trouver les joueurs que quand il doit improviser, en fait. Après, ça peut être comme ce que Chelsea a fait contre City, c'est-à-dire que tu peux en effet balancer, mais sans vraiment balancer, juste une course de Mbappé, et le deuxième ballon, quand t'as Rabiot, Pogba et Kanté, face à Neuhaus, je sais pas comment le dire, Neuhaus et Kimmich, tu vois, ça peut vivre le même calvaire que les 2 milieux de City, 2-3 milieux de City ont vécu en étant à chaque fois en retard avec un Kanté qui pourrait faire limite la redite de sa finale. Oui, c'est pas faux. Alors qu'en télé, j'ai Chris Froome en train de courir à pied, il avait plus de vélo sur le Tour de France. Sur Eurosport polonais, c'est un grand moment, c'est difficile de se concentrer. Florent Jules Koundé, latéral droit. C'est vrai que Raphaël nous parlait du concept de Didier Deschamps qui met les joueurs à leur meilleure place. Ouais. Alors là, non. Deuxièmement, pensez pour Léo Dubois, qui se fait prendre sa place par un mec qui ne joue jamais latéral. Je sais pas ce qu'on peut en dire, surtout sur une entrée à la mi-temps, en fait. C'est ça que vraiment qu'il y a un message, il le met pas à la 85e, quoi. C'était une question d'offrir du temps de jeu, mais c'est vrai qu'en fait, il y a deux choses. Bon, déjà, quand il est rentré à droite, je me suis dit, bon, ok, j'ai l'impression qu'il avait été préparé mentalement au fait qu'il pouvait jouer à droite, vu qu'il avait déjà répondu à pas mal de questions sur le sujet en conférence de presse, en précisant justement qu'il pourrait y jouer, mais que bon, c'était pas non plus son poste de prédilection. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus surpris,
c'est que lorsqu'il y a eu la deuxième série de changements avec notamment l'entrée de Coman, je me suis dit, tiens, Deschamps va peut-être basculer avec un système asymétrique où Koundé redeviendrait central droit. On finit avec Varane au milieu de la défense, Kimpembe axe gauche, Koundé axe droit, tu mets Digne en piston, tu mets Coman de l'autre côté, d'autant plus que tu es dans une situation où tu domines assez outrageusement ton adversaire qui n'arrive plus à sortir. Et peut-être qu'on aurait pu voir autre chose en fait, en termes d'animation, et travailler pendant une demi-heure sur cette animation à 3, qui à partir du moment où tu appelles Koundé, tu te dis pourquoi pas la tester. Après tout, elle avait même été testée pendant la séquence d'éliminatoire ou la Ligue des Nations, je sais plus à quel moment Didier Deschamps l'avait testé, ce 3-4-1-2 ou 3-4-1-2 c'était, il me semble. En plus, tu peux continuer à tester les trois ensemble devant. Et tu mets Coman en sorte de piston très offensif sur l'aile droite. Et en fait, bah non. On n'a même pas eu droit à travailler ça, qui aurait pu, je pense, être utile à un moment donné, surtout si tu dois croiser d'autres équipes qui jouent à 3 derrière, ce qui peut arriver. L'Allemagne, par exemple. Donc, en fait, c'est surtout ça qui m'a surpris sur la dernière demi-heure, qui rentre à droite parce que, voilà, on sort pas Varane de l'équipe, parce que pour les statuts, des histoires de statuts ou autre chose, pourquoi pas. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il passe vraiment toute la mi-temps en tant que latéral droit, très offensif. Bon, il a failli mettre une passe D à Benzema, même si Benzema se fait l'action toute seule après. Mais c'est ça qui m'a le plus surpris en fait, parce qu'il y avait vraiment l'occasion de tester quelque chose, surtout face à un adversaire comme ça, qui était regroupé, qui sortait plus. Mais non, on est resté dans un côté très conservateur en finissant dans un 4-4-2 qui finalement a pas apporté grand chose, si ce n'est de permettre à Dembélé et Coman d'ailleurs de se montrer un petit peu en percussion dans les dernières minutes. Sachant que j'ai toujours trouvé que Koundé était plus offensif quand il jouait central que quand il jouait latéral en fait. Quand il pouvait dédoubler avec son central et finir un peu meneur de demi-espace droit, que quand il était les rares fois où il peut un peu dépanner sur quelques séquences latérales en club, où j'ai l'impression qu'il est vraiment pas à l'aise parce que du coup il part d'une zone qu'il connaît pas forcément et il sait pas trop quoi faire. Et le central latéral, on l'avait déjà vu face au Danemark en espoir avec Fofana, et ça avait pas été incroyable. Moi clairement je milite toujours pour le 3-4-1-2 de cette équipe. Je pense qu'on ne le verra jamais, mais avec une défense à 3, Koundé, Varane, Kimpembe, un double pivot Pogba-Kanté, Pavard, Hernandez en piston et Griezmann en 10 derrière Benzema et Mbappé, mais j'ai peur qu'on ne l'ait jamais, alors que pourtant ça serait aussi l'occasion de tester la relance de Koundé dans de défense à 3, mais d'éviter un petit peu ces relances qui tourneront, même si là on n'a pas forcément le loisir de les voir, loisir ou des plaisirs de les voir, ces relances un peu stériles, mais parce que le contexte faisait que. Après, j'ai tendance à dire, je sais pas ce que t'en penses Raphaël, j'ai l'impression que cette équipe peut gagner la compétition sans convaincre en fait, sans forcément avoir trouvé la bonne formule, mais je me dis, t'es un peu solide et t'as les 3 devant qui vont faire des différences et tu fais quelques centres et t'as Pogba quand t'es au milieu. Tu me sembles avoir une telle marge que je pense que ça sera pas forcément l'équipe qui aura le plan collectif le plus abouti, mais il y aura tellement de façons de faire que finalement elle finira toujours par trouver une solution, comme là. Bon, après, l'adversaire est à 10, il n'est pas incroyable, mais tu gagnes 3-0 sans jamais trembler. Alors que pourtant, moi, à aucun moment, je me suis dit, putain, c'est vachement bien rodé, quoi. Sachant qu'il n'y a pas non plus eu 1000 plans collectifs très aboutis lors des dernières grandes compétitions. Je suis en train de réfléchir à 2018. Ça me paraît déjà être une éternité. Qui étaient les équipes les plus convaincantes collectivement en 2018? La Belgique avait des principes, mais au final, elle peut très bien dégager contre le Japon. Contre le Brésil aussi. Et contre le Brésil aussi, mais je veux dire contre le Japon, qui est pas l'adversaire le plus redoutable, tu gagnes parce que tu fais rentrer Fellaini et que tu mets des ballons dans la surface, quoi. Parce que même la Croatie qui est finaliste, elle peut sortir 2 fois aussi en prolongue et les performances sont pas incroyables. 3 fois même. Elle fait 3 fois des prolongues? Ouais, je crois qu'elle fait 3 séances de tir au but, non? Elle fait pas Danemark, Russie. C'est quand même fort parce que c'est un truc qu'on a été rémunéré pour couvrir et on n'en a aucun souvenir, donc c'est assez impressionnant. Non, mais ça dit quelque chose. Hein. On me souvient plus de l'Allemagne. 2016. On avait vu l'un des matchs au stade, mais de l'Allemagne et de l'Italie. Ouais. Quelques années plus tôt, 2016. J'étais en train de me dire que 2016, il y avait quelques équipes qui étaient vraiment convaincantes. Dont l'Angleterre, c'était prolongation, la Croatie. C'est ça. Jusqu'au tir au but. Ouais.
Bah non, mais c'est vrai que ouais, 2016, il y avait l'Allemagne qui était bien, il y avait l'Italie qui était bien, la Hongrie c'était sympa. Euh, Bon, il y avait l'Islande dans son style, c'était dégueulasse, mais c'était abouti. Portugal dans au son moins style c'était aussi. pensé, quoi. C'était... Ouais. Portugal dans son style aussi à partir des huitièmes. C'était Mais 2018, difficile à manœuvrer. 2018, il y avait personne en fait. Parce que l'Argentine, c'était pas irregardable, mais c'était hyper aléatoire. T'aurais pu avoir l'Espagne s'ils n'avaient pas viré leur coach juste avant. Parce que l'Espagne, Oui, c'est entre vrai. l'Espagne de la compète et l'Espagne de la prépa, il y a quand même un truc. Alors, je vais pas faire notre célèbre, il y a un what if, mais tu te dis quand même que Lopetegui doit se dire putain, Hiro, il a un peu sabordé mon travail avec une possession à 85%. Comme dirait Flo, c'était pas un super move. De la part de Pour tout le monde, Lopetegui. Ouais, pour Lopetegui, c'était pas top. Ça, avec le passage fameux de Solari derrière, qui était grandiose aussi. Non, mais bref, 2018, il faudra vraiment que je me mette le tableau devant les yeux parce que il y a pas une équipe qui a. Et c'est vrai qu'après Deschamps a beaucoup dit oui, mais machin, mais on a marqué autant de buts, etc. Et en vrai, c'est vrai que collectivement, les performances, je pense, les plus régulières de la compète, c'était l'équipe de France. À partir des matchs éliminatoires, hein, je précise. Parce que avant ça, c'était plus compliqué. Mais je pense qu'à partir de la deuxième période contre l'Argentine, derrière tu fais Uruguay, Belgique et Croatie, t'es peut-être l'équipe qui fait le plus de bonnes minutes, on va dire. Et c'est vrai que cette année, bah, ça me permet de vous relancer sur des pronos, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore vu beaucoup de matchs amicaux, mais quelles seraient les équipes qui collectivement seraient les plus intéressantes? Quand je vois les joueurs, je me dis le Portugal, mais ils partent de tellement, des choses tellement différentes que je sais pas si on va les voir compétents sur beaucoup de phases de jeu. Ah, moi, je pense que ce sera très mauvais. Hein. Mais déjà, j'ai très peur du fait qu'ils aient beaucoup trop d'offensifs et qu'ils aient pas de double pivot ou de milieu un peu. Enfin voilà, je pense que ça va partir genre avec du Ruben Neves, Renato Sanchez ou des choses comme ça, ou William Carvalho. Enfin, je suis assez sceptique en fait. Au-delà du fait que Bruno Fernandes me semble tellement dans la prise de risque par la passe que du coup, je pense que tu as besoin de gens solides derrière parce que la balle revient plus facilement que dans des milieux de contrôle. J'ai l'impression que la variable la plus improbable et celle qui peut passer du pire au meilleur, c'est les Pays-Bas. Je sais pas s'ils vont être bons ou ridicules. Je pense que eux-mêmes ne le savent pas. Ouais. Et après, t'as aussi la malédiction Franck de Boer Ouais. sur le banc de touche qui inspire pas forcément à l'optimisme pour les Pays-Bas. Mais non, je pense que eux, ouais, comme le dit Christophe, ne le savent pas parce que derrière déjà, bon, tu pouvais, il y a un an, tu te disais, ah, on va y aller, on a notre charnière Van Dijk, Delirte, on peut voyager tranquille. Et là, ils en ont perdu un, et en plus ils ont perdu Silesen parce que je crois que au niveau du gardien de but aussi, il y a une vraie incertitude sur qui sera numéro 1. Et parmi les 3 possibles, ce soir je crois que c'était Tim Krul qui jouait. Bah, c'est Krul ou Stekelenburg qui est pas titulaire. Voilà, c'est ça. Donc ça sera Krul, je pense, qui jouait en Championship. Donc bah oui, titulaire à Norwich. Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Il y a un an, ils s'avançaient, tu te disais oula, attention. Là, c'est un peu plus compromis pour l'instant. Je sais que Flo est moins client, mais l'Angleterre, entre leur formation et le jeu qui est pratiqué de plus en plus en première ligue, disons que je suis pas très fan de leur défense centrale. Je pense que c'est là que le bas blesse. Et de leur gardien d'ailleurs, parce qu'on sait même pas qui va jouer, qui va être bon ou pas. Ça sera Pickford, je pense. Mais... Ouais. Enfin, qui sort d'une saison assez misérable, mais sur le reste des joueurs, je sais pas où ils en sont collectivement, je sais pas ce que Southgate aura le temps de faire, mais ils avaient quelques bases en 2018, c'était pas grandiose, c'était pas l'enflammade, mais il y avait quand même quelques bases dans la relance et que certains principes, et même sur coup de pied arrêté, ils étaient super forts. Puis la progression de certains joueurs, l'émergence de certains joueurs depuis, il y a quand même, je sais pas, 4, 5, 6 joueurs qui ont émergé depuis, qui sont excellents, les Mount, Foden, Grealish et compagnie, même Rhys James qui peut jouer à droite. La forme de Kane, tu vois, je me dis que c'est l'Angleterre, donc t'as pas envie d'y croire parce que eux aussi, à chaque fois qu'ils y croient, ils sont déçus. Mais en réfléchissant aux favoris, je trouve que c'est une équipe où il y a le plus de joueurs créatifs et qui justement sur une compète comme ça, où collectivement peut-être, surtout après le contexte qu'on a eu depuis 1 an et demi, les joueurs vont arriver et les collectifs vont arriver un peu usés. Est-ce que c'est pas eux qui ont le plus de force créative? Est-ce qu'ils vont arriver à les utiliser? Mais bon, je pense qu'après l'équipe de France, c'est peut-être l'équipe que j'ai le plus envie de regarder pour savoir où ils en sont, quoi.
Sachant que moi, celle qui m'a le plus plu, même si je l'ai pas vue ultra souvent, et que notre ami Maxime Brigand, qui fait 1 milliard de palettes chaque jour sur la chaîne L'équipe l'après-midi, il a dit que c'était... je sais pas si c'est d'assez loin, j'ai pas envie de lui prêter des propos qui sont pas les siens. En tout cas, c'est celle qui lui plaisait le plus, et dont L'Italie. il faisait le favori, c'est l'Italie. Ouais. Oui, mais Avec l'Italie, c'est... Jorginho, Verratti, Barella au milieu. Mais Bon, il y a l'Italie, une question ça- de la pointe, hein, mais En vrai, beaucoup de bonnes choses. depuis que Mancini est là, c'est top, mais j'arrive pas à croire en leurs attaquants. Je t'avoue que j'y crois pas non plus. C'est ça aussi qui m'inquiète. Je pense que ça peut être l'anté-France, quoi. Ils peuvent maîtriser 80 minutes d'un match et perdre sur les 10 minutes qu'ils maîtriseront pas, alors que la France peut gagner sur les 10 minutes qu'elle maîtrisera Puis en tu... étant 80 minutes moyenne, quoi. Puis tu sais pas dans quel état Verratti va être aussi. Donc, Ouais, s'il est en état de jouer tout court, en fait. Après, t'as Locatelli, mais pareil, c'est Locatelli, Jorginho, Barella, c'est bien. Après, est-ce que ça te fait gagner 1 euro si tu affrontes, je sais pas, Tolisso, Pogba, Kanté? Ouais, voilà. C'est... On arrive sur des hauteurs où quand même on est au-delà du foot hipster, on est sur vraiment du très très haut niveau, donc ouais. Je, je suis incertain aussi, mais il y a des bonnes choses, hein. Il y a des profils intéressants, il y a Bernardeschi, malheureusement le passage est clandestin qui est toujours là. ouais, qui a brillé contre San-Marin. Absolument. Flo, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce match France-Pays de Galles? Je sais pas si on a envie de parler des Gallois ou pas. Est-ce qu'il y a des entrants? Dembélé, je crois que tu l'as trouvé pas mal notamment. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, il a tenté des choses. En fait, il y a un truc qui m'avait marqué sur la première mi-temps, même s'il est, enfin, comme on l'a dit tout au début quand on parlait du pressing et du relatif manque d'intensité. On est sur un amical de mise en route avec une prépa physique lourde, donc c'est pas très surprenant d'avoir un jeu assez statique et des joueurs qui font pas forcément beaucoup de courses et de projections. Mais c'est vrai que dans son entrée, il a tenté des choses, apporté des... Bon, il met son petit but aussi, mais j'ai eu l'impression de le voir assez positif et assez tourné vers l'avant. Coman aussi. En gros, ils sont sortis du banc pour faire ce qu'on attend d'eux quand ils sortent du banc, quoi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, les dernières minutes, il n'y a pas non plus grand-chose à retirer de ce match. Et même globalement, il n'y a pas grand-chose à retirer de ce match. C'est pour ça que ça fait 15-20 minutes qu'on parle des autres équipes et des possibles outsiders pour l'Euro. Mais oui, bonne entrée sympathique. Après, voilà, face à la Bulgarie, j'attends de voir la compo qui va être alignée. Est-ce que Deschamps va au moins tester, histoire qu'on le voit une fois, un 4-2-3-1 où t'as Coman et Dembélé sur les côtés, par exemple, ou un des deux, et Griezmann qui vient fermer l'autre côté en phase défensive. Voilà, ce serait juste histoire de voir à quoi ça peut ressembler en partant de la minute 0. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, je me faisais la remarque que face à un bloc aussi regroupé, ça manquait un petit peu de prise d'initiative et de percussion individuelle. Mais voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément le match non plus pour aller provoquer à chaque fois que tu reçois la balle et risquer peut-être de prendre un coup qui peut te foutre dehors, quoi. Donc voilà, c'était un match très calme et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu grand-chose de ce genre dans les premières minutes. Là, il lui reste quand même pas beaucoup de temps pour essayer des trucs. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis t'as pas cette mise en route, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'as pas cette mise en route tranquille où alors certes c'est pas les résultats de l'Allemagne depuis 2 ans n'en font pas non plus un immense favori, mais ça reste une équipe qui aura des joueurs talentueux et qui pourra rivaliser sur certains postes et sur certains 1 contre 1, quoi. Donc, après, si tu sors des 2 premiers matchs avec 4 points, oui, t'es tranquille. Bah oui, déjà non, avec cet euro-là, ça va. C'est l'Allemagne qui, si elle se retrouve à 1 ou 0 points avant le 3e match, parce qu'elle aura joué France et Portugal, ouais, peut être embêtée face à la Hongrie, qui, bon, elle a perdu Szoboszlai, donc c'est un petit peu chiant, mais qui reste une sélection qui est capable de faire de très bonnes choses, qui d'ailleurs est promue en Ligue 1, en Ligue des Nations, après avoir gagné sa poule, je crois, devant la Russie, la Turquie et la Serbie, si je dis pas de bêtises, qui est quand même quelque chose qui voilà, est assez parlant sur le niveau de cette équipe. Même s'il n'y a pas, voilà, il y a Goulashi, Orban, mais sinon il n'y a pas énormément de joueurs ultra référencés. Raphaël, est-ce que je peux te faire un quiz très rapide, Christophe, pour évaluer ta connaissance de cet Euro 2020 disputé en 2021? Vas-y. Est-ce que la République tchèque va disputer l'Euro? Oui, ben bien sûr. Est-ce que la Finlande va disputer l'Euro? Oui.
Ah, mais t'es bien. Non, mais parfois j'ai des doutes sur certaines équipes. Tu vois, là j'ai vu Est-ce que tu connais les groupes de l'Euro? Bah écoute, j'en connais une partie parce que j'ai écrit genre 7 pages pour le Ah, supplément Euro de la Voix des Et Sports. Donc du Raphaël, coup, est-ce que la Norvège va disputer l'Euro? je triche parce que je les ai devant les yeux et je sais que non. Donc ça va. Mais, mais c'est vrai que Toi- c'est l'équipe piège, hein, parce que tu te dis, ah, Haaland, Odegaard. Et en Ouais. fait, non. Et puis non. Ouais, Parce moi que, j'avais vu leur barrage où ils sautent, donc du coup, ouais contre la Serbie, j'ai je en crois, tête aussi, ouais. il me semble. Mais par exemple, est-ce que tu connais le groupe des Pays-Bas, Christophe, là, de tête? groupe des Pays-Bas de tête, non, je crois pas. Ukraine? Ukraine? Oui, bien joué. Irlande du C'est- Nord? Non. T'as autre chose Ah. du Nord. Ah, Macédoine du Nord alors? Oui. C'est ça. Et. Ah, j'ai pas la troisième. Autriche. Tu sais que j'ai quand même écrit sur ce groupe, j'ai fait 1500 signes sur ce groupe, et ça devait être il y a 4 jours, et j'ai oublié. Ah, franchement, je pense vraiment que ce sera le truc. D'ailleurs, il faudrait faire des sporkles sur qui étaient les 24 équipes de l'Euro 2016. Je sais Enfin, pas. après, si t'as en tête les pays, tu finiras toujours par trouver. Oui, non, bien sûr, tu vois, mais avec vraiment 24 essais, tu vois. Tu peux citer 24 pays, pas un de plus, et on voit combien t'en as. Sachant que moi, le piège, c'est toujours Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles, je sais jamais lequel est là ou pas. Alors que Macédoine du Nord, c'est tellement. Bon, j'aime bien cette équipe, j'ai en tête. J'avais vu la fin du match qui les qualifie Ah bah, d'ailleurs. t'es donc le du coup, fan c'est- numéro 1 de Bardi en France, quand même. Bah oui, je suis le seul à avoir le maillot de Bardi de la Macédoine du Nord en France. Mais oui, non, mais ça va être intéressant à suivre. Raphaël, juste comme ça, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur Lucas Digne ou pas? Parce que c'est l'autre changement de la mi-temps. Je le trouvais pas spécialement mauvais. En gros, ça peut être éventuellement une option si jamais ça passe à 3 et que Lucas Hernandez est mis à son poste de central. Après, si ça passe à 3, ce sera pas Koundé qui sera le troisième à rentrer? Bah oui, mais en fait, pour le bien de ma question, j'étais obligé de l'imaginer dans l'axe Non, non, pour non, avoir mais quelque chose à dire sur Digne. non, mais Digne, c'est un très bon numéro 2. Il fait une bonne entrée en plus. Ah. Il met une frappe qui passe pas très loin, qui est déviée Ouais. avec une trajectoire très bizarre. Mais il fait une bonne entrée et il est peut-être plus à l'aise et plus tranchant que Lucas Hernandez dans ces situations avec un bloc bas, avec de l'espace pour lui Ouais. pour proposer des renversements et passer Ouais. dans le dos de la défense. Ouais. C'est peut-être plus naturel pour lui qui est plus un latéral piston qu'un latéral central comme les Lucas Hernandez. Après, j'avoue que je suis un peu en deuil du poste de latéral gauche en équipe de France avec Ferland Mendy qui était parfois oublié et là blessé en plus. Parce que quand tu reprends Benzema, ça aurait été encore plus logique d'avoir la chance de prendre Ferland Mendy qui a créé une bonne relation avec Benzema au Real. Surtout côté gauche, sur le terrain évidemment, parce que Benzema dézone souvent côté gauche. Donc je serais toujours, alors pas insatisfait, hein, mais un peu triste que ce soit pas lui qui occupe ce couloir en équipe de France. Et à noter que je pense que si tu prends Ferland Mendy et Théo Hernandez, les deux sont titulaires dans 90% des sélections de cet euro. Bon, par contre, à droite, t'es plus light, hein, donc ça dépend des pays. En Angleterre, par contre, eux peuvent aligner 5 latéraux droits qui seraient Oui. titulaires quasiment partout. Donc, t'as parfois ces variables-là. Mais est-ce qu'on rajoute des choses ou est-ce qu'on bascule directement sur les paris, messieurs? On bascule. Allez, bascule. Ça, je vais plus de pouvoir aller me coucher, prendre plein de médicaments et bien me reposer. Parce que je n'en peux plus. Nous passons donc, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, au Paris avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, le rendez-vous traditionnel adoré par petits et grands, où j'ai fait 1 sur 2 avec la victoire de la France par 3 buts d'écart minimum, qui était mon pari qui est passé, donc je suis content. Florent, est-ce que quelque chose... Non, c'était... Oui, si c'était toi, Florent, est-ce que quelque chose est passé ou pas cette semaine? Je ne me rappelle même plus. L'état de désespoir. Je me rappelle, je me rappelle d'un pari, c'était le Portugal face à l'Italie à l'Euro U21, où j'avais dit que le Portugal allait gagner par 2 buts d'écart. Et en fait, ils ont mené par 3 fois par 2 buts d'écart, c'est-à-dire ils ont mené 2-0, ils ont mené 3-1. Ils ont gagné finalement 5-3 après prolongation, mais bon, c'était à 3-3 au bout des 90 minutes, donc celui-là n'est pas passé. Et l'autre, je ne sais plus ce que c'était, donc... je viens de le retrouver dans nos magnifiques archives. C'était Angleterre -1 face à l'Autriche. Ah, ils ont fait que 1-0 ce soir. Donc ça n'est pas passé. Comme mon pari victoire de l'Allemagne, qui aurait pu passer un quart d'heure près, mais qui n'est pas passé avec le nul face au Danemark. Ce soir, Florent, dans ton petit magasin, tu as 2 matchs d'équipe première, un en Europe,
un en Amérique du Sud. Le premier en Europe, c'est Belgique-Croatie. Oui, Belgique-Croatie, match prévu, je sais pas à quel moment, dans quelques jours. J'imagine match de préparation évidemment avant l'Euro. Et C'est demain ou ce soir du coup. En tout cas, c'est le jeudi 3 au soir à 20h45. D'accord, eh ben, ça va arriver très vite. Donc les gens auront le temps de se moquer de ce pari une fois que le match sera passé jusqu'au prochain épisode. Non, l'idée c'est de partir sur une victoire de la Belgique et même une victoire à -1 de la Belgique, avec un handicap de -1, face à la Croatie, parce que j'ai l'impression quand même que la Croatie, depuis pas mal de temps maintenant, et je crois que ça s'était particulièrement senti lors de la Ligue des Nations, où elle a terminé dernière. Je pense qu'elle descend en deuxième division de la Ligue des Nations, puisqu'ils étaient dans le groupe de l'équipe de France, et ils ont terminé dernier. Je suis en train de vérifier ça en même temps. C'est vrai qu'elle existe cette compétition. Non, ils n'ont pas fini dernier, putain, ils n'ont pas fini dernier, mais ils étaient pas loin. Ils ont réussi à prendre une victoire contre la Suède à la toute fin, et donc ils se sauvent au goal average pour un but de différence. Mais voilà, c'était loin d'être convaincant, que ce soit face au Portugal ou face à la France. Et je me dis qu'ils ne sont pas forcément sur une dynamique de vice-champion du monde 2018, tout simplement. Et c'est une équipe assez vieillissante. Les nouveaux qui arrivent ne sont pas forcément des joueurs de la même trempe que la génération précédente. Donc je me dis qu'en plus, face à la Belgique, qui a elle des certitudes et qui va rester sur ses habitudes, je pense, et qui a en plus un buteur en verve avec Lukaku. Voilà, une petite victoire par au moins 2 buts d'écart de la Belgique face à la Croatie, c'est coté à 2,80, et je la prends pour essayer de me rattraper de ma semaine précédente. À noter que la Croatie fait partie des équipes, je crois qu'il y en a peut-être une autre, mais qui en tout cas avait des joueurs qui ont fait un match à l'Euro Espoir avant de basculer chez les A. Il y avait Bradaric et Gvardiol, qui en gros, comme Guardiola, si vous remplacez le U par un V et que vous enlevez le A, qui ont tous les deux fait le quart de l'Euro Espoir et qui ont ensuite basculé chez les A. Donc c'est quand même, à la fois ils aiment beaucoup les espoirs, et ça dit quelque chose aussi de l'équipe A, si tu peux te permettre, alors sur un groupe un peu plus élargi, mais que 2 joueurs, je crois que même si on n'a pas un troisième, ne fassent pas 7 jours de prépa, quoi. Et voilà, c'est amusant. Pour compléter, tu vois, la Croatie sur les derniers mois, ça prend 4-1 face au Portugal, ça prend 4-2 face à la France, ça bat la Suède, ça bat la Suisse, ensuite ça repère contre la France, ça perd contre la Suède, ça fait 3-3 contre la Turquie, ça perd 3-2 contre le Portugal, ça perd contre la Slovénie, et depuis leurs 2 seules victoires en fait ont eu lieu en mars dernier, et c'était face à Chypre et Malte. Et il reste sur un amical avec un match nul face à l'Arménie. Donc voilà, on n'est pas sur une immense dynamique, ou en tout cas on n'est pas sur une dynamique, comme je disais, de vice-champion du monde. Ouais, il n'y a plus de Mandzukic, il n'y a plus de Rakitic, Lovren à 74 ans, donc c'est vrai que c'est un petit peu limite. Ton deuxième pari, Argentine-Chili. Et oui, parce que pendant qu'on parle de l'Euro et qu'on va être focalisé sur l'Euro, pendant qu'on va enregistrer en fait les épisodes, il y aura une Copa América en fond qui va se jouer. Alors elle va se jouer a priori, je crois que ça sera au Brésil maintenant. Oui. Oui, il me semble non, qu'ils ont changé il y avait trop de Covid, du coup ils sont allés au Brésil. Ce qui est un choix. Ouais. Oui, choix audacieux, on va dire. Voilà. Je crois qu'on qualifiera d'audacieux. L'idée c'est de partir, du coup, toutes ces sélections se préparent aussi pour la Copa América, et il y a un petit match entre l'Argentine et le Chili dans les prochains jours. Là aussi je fais appel à Christophe pour savoir exactement quand est-ce que ce match tombe, mais c'est le 4 juin à 2h du matin, donc c'est la nuit prochaine tout simplement, après Belgique-Croatie. Et du coup, c'est simplement l'idée de partir sur un petit but de Lionel Messi en tant que premier buteur, voilà, de l'Argentine sur ce match-là face au Chili. Match qui comptera aussi pour la qualif Coupe du Monde, d'ailleurs, qui a déjà débuté là-bas. Et voilà, premier but signé Messi, côté à 3,20. Je le prends, et puis voilà, sans grande conviction, mais histoire de parler aussi un peu de l'Amérique du Sud, parce qu'il va y avoir pas mal d'actualités aussi, et peut-être pas mal de matchs à voir en pleine nuit pendant qu'on enregistrera ou qu'on montera l'épisode de cet Euro. Ouais, peut-être des frustrations de ne pas en parler, mais on verra s'il n'y a pas moyen d'en faire des choses sur Copa Arena. Voilà, si on a l'opportunité de les voir, de pouvoir rentabiliser ces visionnages. Tapis dans l'ombre
tel un chat prêt à attaquer, Raphaël Cosmidis, qui a une spéciale Espagne à la fois les A et les espoirs. Tu vas d'abord commencer par les A, qui affrontent leurs voisins portugais. Oui, j'ai une spéciale Espagne-Portugal en fait. Puisqu'en U21, donc en demi-finale de l'Euro Espoir, donc la France ne disputera pas parce qu'elle a pris un contre. Je sais même plus si c'est un contre de coup de pied arrêté. Peut-être. Non, mais ça y ressemblait. Oui, parce que c'est le gardien qui relance directement, il me semble. Enfin bon, c'était très rapide et la France a pris un contre à la dernière seconde avec des défenseurs centraux qui sont un peu déconnectés là, Konaté ou Upamecano, c'est dommage alors qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble quand même depuis quelques années. Enfin bref, grosse déception. J'étais en train de revoir le 11 et le banc de l'équipe de France quand tu vois celui des Pays-Bas en face, c'est un peu gênant de sortir tout de même, enfin bon, peu importe. Espagne-Portugal en U21, donc c'est une des deux demi-finales, l'autre c'est Allemagne-Pays-Bas. Et alors j'ai pas vu un seul de leurs matchs, donc je suis vraiment un escroc, mais Christophe, tu m'avais dit beaucoup de bien du Portugal lors de la phase de poule de l'Euro Espoir. Portugal qui, je crois, avait écrasé tout le monde. En tout cas, qui avait battu, je vois, la Croatie. Écrasé, je sais plus, mais en tout cas, oui, il y avait des bonnes choses avec des joueurs défensifs qui ont tous le même prénom. Oui, j'allais en parler, mais qui avait en tout cas en phase de poule gagné ces 3 matchs sans encaisser le moindre but. Bon là, contre l'Italie, ils ont fait un peu différemment parce qu'ils ont gagné 5-3 au bout des prolongations, comme le disait Flo. Mais c'est une génération dont on lit et on entend beaucoup de bien. Il y a votre pote Dani Motta qui a claqué un doublé contre l'Italie, qui est assez bon. Je vois qu'il y a Fabio Vieira qui joue, qu'il y a Jedson Fernandez, le fantôme de Monaco après avoir été le fantôme de Tottenham. Ah non, je confonds avec Florentino Luis, pardon. Je confonds ces deux joueurs. Oui. Mais les deux ont été des fantômes, ça il faut le reconnaître. Et Voilà. j'ai Surtout Fernandez où je suis persuadé qu'il avait 27 ans, alors qu'en fait, non, il en a que 22. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Et d'ailleurs, c'est un peu comme Diogo Dalot, je trouve. Diogo Dalot, j'ai l'impression qu'il a 25 ans. Et pas du tout. Non, il est là. Et après, il y a surtout Vitinha aussi au milieu de terrain qui est super Mais joueur. il y a le fils Consensao aussi. Qui est rentré, qui a effectif. marqué. Je vois que Diogo Jota aussi. Il pourrait faire une équipe avec combien de Diogo au maximum 5, 6 Je crois. Parce qu'il y en a 4 derrière, tu rajoutes Diogo Jota, ça fait pas mal. Est-ce qu'il y a un record comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas Opta qui peut nous sortir une stat à la con? Par contre, ce n'est pas le Jota en espoir, c'est pardon. Jota tout court. Hein. C'est Jota de Valladolid. Et, bah oui, Diogo Jota est avec les A de toute façon. Donc, voilà. c'est logique. Mais il est jeune aussi, lui. Enfin bref, peu importe, mais le Portugal, leur formation est en train de sortir des joueurs tous les ans assez impressionnants. Collectivement, je suis mon ami Christophe qui les a trouvés très bons, contre une sélection espagnole qui comporte des joueurs que j'aime beaucoup, hein, notamment les Zubimendi, les Beltran qui était très coté à un moment, qui a un peu disparu après et qui la revient en état de grâce. Brian Gil aussi qui est un beau joueur, Brian Gil qui est un beau joueur, mais bon, je sais pas, c'est à la hype là que je me dis Portugal, la cote est à 2,85 pour le Portugal U21, sachant qu'il y a quelques années j'avais déjà adoré leur génération Bernardo Silva qui lors d'un Euro Espoir avait perdu je crois contre la Suède en finale. C'était la Suède de Guidetti et de Kiese Tellin. Ouais, c'était un scandale. Mais le Portugal avait été très bon et là ça fait quand même quelques années que leur formation sort des générations quand même dans un petit pays, hein. Je sais plus combien c'est d'habitants le Portugal, mais c'est quoi, c'est 10 millions moins? Je dirais 12. Je ne suis pas le dessous des cartes. Ouais, mais tu n'as pas non plus les sources. Ah non, mais c'est bien 10. C'est bien 10. Tu vois, le Portugal, petit pays. Tu peux faire des sourcils aussi ou pas? Faudrait qu'on ait l'image en même temps. Et non, mais enfin bref, j'espère que ça va fonctionner pour eux parce que c'est assez impressionnant ce qu'ils sont en train de faire en termes de formation. Ça rappelle les Pays-Bas à un moment, pardon. Et bah bravo à eux, et il faudra peut-être s'intéresser à ce qu'ils font sur le plan collectif pour qu'ils arrivent à sortir des talents et en même temps à avoir des lignes directrices, ce qui nous manque un peu en France chez les équipes de jeunes comme on le voit depuis quelques années chez les espoirs. On salue aussi l'Italie qui a pris un rouge comme à tous ces matchs de l'Euro Espoir. Oui, ça par contre j'avais pronostiqué aussi. Bon. Ça c'est exceptionnel, du coup ça doit faire 5 rouges en 4 matchs si je dis pas de bêtises. Petite performance et malgré tout ils sont éliminés qu'en prolongation des quarts de finale. Donc tu m'avais flingué mon lancement vu que je t'avais lancé sur les A, que tu m'as répondu sur les espoirs. Oui. Mais tu vas bien parler des A, donc Espagne-Portugal qui est un match, je ne sais pas quand ça se joue, mais ça se joue bientôt. Oui, j'ai pris des matchs assez proches, pardon, je crois que c'est dans les prochaines 48 heures. Bon, évidemment, si vous l'écoutez demain, cet épisode, ça oui, ça c'est ne faudra vendredi plus. 19h30, horaire sympathique si tu veux en enchaîner un autre derrière à 21h. T'es en train de dire qu'on y sera?
Je pense qu'on y sera, oui. Je pense qu'on y sera avant l'Italie-République tchèque de 20h45. Je pensais que tu allais dire avant koh pour être honnête, mais d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a koh aussi. Bon, après, bref. No comment. D'accord. Non, mais Espagne-Portugal, donc les A. Là, je vais commencer par donner la cote et le pari, parce qu'après, c'est énervant quand on ne le donne pas, comme ça vous saurez plus vite sur quoi ne pas parier. Espagne-Portugal, nul à 3,20. Deux équipes dont on a un peu du mal à savoir le niveau actuel, et d'ailleurs quelles vont être les compositions. Je sais même pas. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas non plus énormément de cap du côté de l'Espagne. Il y a des gros absents comme Ramos, donc je sais pas vraiment qui va composer cette équipe d'Espagne. C'est un match de prépa. Les deux équipes vont chercher à un peu bosser toutes les phases de jeu. Donc je ne vois pas vraiment une des deux équipes aller à la fois mettre du rythme et chercher à emballer le truc. La cote la plus élevée est celle du match nul, donc je pars là-dessus. C'est toi 3,20. Et au pire, si on perd, perdons avec panache. Ouais, c'était court, pas super convaincant. Non, pas du tout. Ouais. Même moi, je me suis... C'est un peu comme la liste espagnole, finalement. Bah alors... Qui est courte, puisqu'il n'a pas pris 26 joueurs, et qui est peu convaincante. Mais quel serait le 11 espagnol, là Là, alors je vais te l'improviser totalement. Unai Simon, derrière, à droite, Azpilicueta, dans l'axe, Laporte, Pau Torres, à gauche, Alba. Milieu reculé, il veut mettre Busquets. Tu mets quoi? Fabian Ruiz, non? Fabian Ruiz, Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, et devant Llorente, ailier droit, Gérard Moreno en pointe et Olmo, ailier gauche, ou Oyarzabal, ailier gauche. Ah, c'est pas incroyable. Hein. Ouais, oui. Après, ils ont eu du caviar pendant des années. Donc, c'est vrai que tu lis la compo, tu te dis que c'est moins impressionnant que leur sélection U21 d'il y a 6-7 ans. Donc, C'est pas incroyable, par contre, ça peut parler le même foot, quoi. Oui, bah, c'est le choix qui est fait, en tout cas. Ouais, c'est vraiment ça. Mais quand on est à voir dans ta liste, alors rien contre eux, hein, mais Eric Garcia qui joue jamais à City, Laporte qui joue quasiment plus à City, Diego Llorente qui a pas joué de l'année à Leeds, rien que ça. Alors c'est pas forcément des mecs qui seront... Laporte oui, mais les autres pas forcément amenés à jouer. Mais le réservoir, bon, il est pas loin d'être vide quand même. Hein. Enfin, il se remplit assez facilement en Espagne, ça arrive par vague. Mais bon, c'est moins impressionnant que même les années où ça se plantait, t'avais quand même des 11 où tu pouvais t'amuser à faire un deuxième 11 avec les remplaçants. Là, bon, pareil, Sarabia qui est pris sur les offensifs, Adama Traoré aussi, alors qu'il a dû faire 2 passes décisives pour 220 dribbles réussis. Bon. Le pire, c'est que je crois que c'est à peu près les chiffres. Hein. Bon. Est-ce que, dernière question, parce que là je suis très inspiré par des questions un peu aléatoires, est-ce que tu penses qu'Adama Traoré fera plus de saisons à 2 passes décisives ou plus de saisons à 15 passes décisives? Je pense qu'il en fera plus à 2. Je pense que sa moyenne sera vers les 6. Après, ça dépend le coach qui va croiser, mais il a déjà 25 ans, tu vois. Et je vérifie, il a effectivement 2 passes décisives. Bah, après, Wolverhampton, c'est pas l'équipe non plus qui claque 75 buts par saison. Mais oui. Bon, c'est un joueur qui reste difficile à évaluer, je trouve. Très 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 difficile. Je pense que c'est le plus gros écart entre je peux gagner un match tout seul et je peux ne rien faire pendant 6 mois. Absolument. Pas grand chose à dire de plus. Je cherchais les dribbles, mais je ne les trouverai pas à temps. Florent, quand est-ce qu'on se retrouve la fois prochaine ? Eh ben, la prochaine fois, on se retrouve après le match, le deuxième match de préparation de l'équipe de France. Donc, ça sera après France-Bulgarie. Je crois que c'est le 8 juin, absolument. Exactement. Donc, ce sera celui-là. Et ensuite, on se retrouvera le 11 juin au soir pour parler du match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Et en attendant, évidemment, beaucoup de contenu sur Copa Arena, puisqu'on va commencer un mois qui risque d'être très très focalisé sur l'Euro au niveau des articles. Vous allez continuer à avoir des épisodes, des entretiens. On a lancé une saga consacrée à Ronaldo dans sa jeunesse. Enfin, bref, beaucoup de contenus audio qui sont prêts, qui sont dans les starting blocks et qui vont vous accompagner pendant toutes les vacances. Et à côté de ça, des articles très focalisés autour de l'Euro. Christophe, il y aura des banquets dédiés à chaque journée. Moi, il y aura des analyses après chaque match de l'équipe de France. D'ailleurs, il va falloir que je me lance aussi sur le match de ce soir et que je trouve aussi des angles pour le match de ce soir, un peu comme Raphaël. Et voilà, donc rendez-vous aussi sur Copa Arena si vous voulez prolonger l'expérience de vue du banc à l'écrit. C'est là-bas que ça se passera et c'est 3,99€ par mois. Et 173
dribble réussi par Adama Traoré pour que tout le monde ait la statistique en tête. Merci Florent, merci Raphaël, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous êtes prêts pour basculer sur du football de sélection pendant les 5 prochaines semaines. Nous, en tout cas, on est prêts, on se met tranquillement dans le bain. Et puis, on se retrouve le 8, donc dans quelques jours, pour débriefer le deuxième match des Bleus. À bientôt. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.